Bonjour, vous êtes sur i24 News et bienvenue dans Tout est politique, votre émission qui décrypte l'actualité sans langue de bois. Cette semaine, retour sur l'affaire Leonarda, la polémique qui a totalement déstabilisé le gouvernement, la majorité jusqu'à l'Élysée. Michaël Darmon, bonjour. Bonjour, vous savez ce que disait Jacques Chirac, le mentor corrézien de François Hollande? J'ouvre les guillemets, les emmerdes, ça va toujours en escadrille. Christian Mallard, bonjour. Avec Bonjour, vous, des écoutes à très grande échelle, plus de 70 millions de conversations téléphoniques en à peine un mois. Ce sont des Français espionnés par la NSA, l'Agence nationale de sécurité américaine. Oui, écoutez, grand jeu d'hypocrite, tout le monde écoute tout le monde depuis bien longtemps. On va voir ça avec vous dans quelques instants. Tout est politique, tout de suite le retour sur l'affaire Leonarda qui a mis le feu au château. 48 heures avant la séquence que nous allons voir, une séquence qui ne devait pas avoir lieu, ça ne devait pas exister. François Hollande, d'ailleurs ses plus proches conseillers lui disaient que ce n'était pas de son niveau. Et là, tout d'un coup, samedi à la mi-journée, patatras, on l'écoute. Leonarda, si elle en fait la demande compte tenu des circonstances et qu'elle veut poursuivre sa scolarité en France, un accueil lui sera réservé. Et à elle seule. Michaël Darmon, que s'est-il passé ? Alors là, la chronique retiendra que Leonarda, eh bien, c'est le tournant du quinquennat, c'est-à-dire le marqueur d'un système qui a totalement explosé et qui, au fond, fonctionne selon un seul critère. Hein. Vous savez, on appellera ça peut-être le syndrome de Lucky Luke, c'est-à-dire lonesome cowboy. Il est solitaire, François Hollande. Il donc fait tout seul. Là, par exemple, il vient à la télévision pour faire cette déclaration enregistrée pratiquement pour les chaînes d'info, en module de chaîne d'info, enregistrée à la mi-journée. Eh bien, quand il vient à la télévision, c'est contre l'avis de ses propres conseillers qui lui disent il ne faut pas le faire. Les ministres, alors même ses conseillers, quelques jours avant, professaient exactement sur un ton très professoral, au contraire, en disant il sera au-dessus de la mêlée, il sera dans le sang-froid, ce sera une expression gouvernementale. Et François Hollande, parce qu'il a peur de son électorat. Vous parliez de marqueur à l'instant. Vous parliez de marqueur. Moi, je veux aller beaucoup plus loin et beaucoup plus dur. Moi, je pense que c'est le marqueur de l'amateurisme, c'est le marqueur de quelqu'un qui agit de façon irresponsable, en ne tenant pas compte, en effet, des conseils de ses ministres et autres. Et je pense que là, la farce, ça tournait au ridicule. Mais il n'est pas en train d'avoir le syndrome de la toute-puissance, c'est-à-dire il a des conseillers, il a plein de personnes autour de lui. On est dans la logique, il faut attention, on a l'impression de découvrir quelque chose de nouveau, parce que le grand public, parce que voilà, les observateurs, réseaux sociaux, on parle beaucoup, n'est-ce pas, découvrent une attitude de François Hollande, parce qu'il est maintenant donc dans sa place très exposée de président de la République. Mais pour ceux qui les connaissent bien, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il est dans la non-décision, dans la recherche de la synthèse, c'est-à-dire que dans cette déclaration, par exemple, il dit au début bien le respect de l'ordre, il faut absolument que la République soit respectée. Même son message n'est pas clair. Et puis finalement, troisième point, si elle veut revenir seule, sans sa famille, elle peut revenir. C'est pas clair du tout. Pourquoi ? Parce qu'il fallait donner un gage à un électorat qui lui réclame des gestes de gauche, parce que son électorat est en train de s'étioler et de se retrouver sur vraiment le socle des plus idéologues. Donc il a tenté d'envoyer un message. Personnellement, je suis scandalisé par tout ça. Vous savez, William Shakespeare avait écrit une pièce qui s'appelait Much Ado About Nothing, c'est-à-dire beaucoup de bruit pour rien. On a fait de cette affaire Leonarda une affaire d'État, alors qu'on sait qui est Leonarda, qui sont ses parents, qui ont triché, les faux papiers. Oui, mais Christian, c'est pas tant Leonarda en elle-même qui, pour le coup, là, peut nous intéresser. C'est ce qu'elle déclenche, ce qu'elle révèle, et ce qu'elle va avoir aussi comme conséquence l'affaire politique. C'est l'affaire Valls aujourd'hui, qui s'est cristallisée autour de Leonarda. Absolument. Et on voit bien qu'est-ce qui s'est passé. On a vu dans la foulée un premier secrétaire du Parti Socialiste, donc quand même un personnage important dans la majorité, venir tout simplement claquer le beignet au président, dire mais moi je veux que toute la famille revienne. On a vu des députés. Pris pour le patron ça ne touche pas à mon rhum. En gros, ça ne touche pas à mon rhum. On a vu un sénateur important, responsable des Verts, Jean-Vincent Placé, dire mais il faut que les lycéens repartent dans la rue parce qu'il y a une grande peur que les jeunes soient déclenchés. Il a peur des lycéens et des jeunes. C'est le stress absolu d'un pouvoir. Permettez-moi l'expression, on a un gouvernement de tête à couac. Peut-être, ou que la couacophonie, comme vous dites, en est sa marque de fabrique. Mais ça veut dire aussi, et on commence à l'entendre de plus en plus maintenant autour de François Hollande, alors on va voir avec quelle influence, eh bien c'est que tout le dispositif doit être revu, parce que c'est plus possible, ça ne tient plus. Il ne fait plus peur à personne.
Tout simplement. Chacun se croit autorisé à parler ce qu'il veut. Au sein même du gouvernement et au sein même de la famille politique. Il y a une forme d'anarchie autour de Hollande. Dans la recherche permanente de la synthèse et qu'il n'aime pas le conflit. Donc, de ce point de vue-là, tout le monde en profite. Je voudrais quand même ajouter une chose. Moi, j'étais très surpris aussi de Madame Eva Joly, la donneuse de leçons, qui à un moment donné a dit, je crois que c'est sur la chaîne e-télévision, en effet, qu'on avait bien intégré, je la cite, on avait bien intégré il y a quelques années 1 million de pieds noirs. Pourquoi on n'intégrerait pas les Roms aujourd'hui? Les pieds noirs sont français. C'est comme ceux qui utilisent le terme de rafle pour Leonarda, ça n'a rien à voir. Exactement. Après l'imbroglio Leonarda, c'est une autre femme qui est venue conclure la semaine mouvementée de François Hollande, dans une moindre proportion quand même. C'était à Marseille, Samia Ghali, sénatrice, maire des quartiers nord de Marseille, qui le soir de la primaire socialiste, qu'elle a perdue face à Patrick Mennucci, regardez, elle laisse des sifflets, elle laisse ses soutiens siffler François Hollande et Jean-Marc Ayrault. Mais je voudrais ce soir dire au gouvernement, dire à Jean-Marc Ayrault combien je suis déçue. Déçue. Du comportement du gouvernement. Si j'ai une chose à dire au gouvernement, mettez-vous au travail. Bon, là, c'est encore une scène politique, c'est ahurissant. Après Leonarda, Samia Ghali. Ce qui est intéressant, c'est que est-ce qu'elle ne dit pas, ce qui manque pour Samia Ghali, c'est qu'elle dise « je vous demande de vous arrêter ». C'est-à-dire qu'on entend Héros Zéro, on a entendu dans cette même scène, on les a vus sur toutes les chaînes, des sifflets quand elle a prononcé le nom de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault, sans qu'elle le fasse arrêter. Donc quelque part, évidemment, on dit on a Marseille, c'est particulier Marseille, mais on est dans le prolongement. Un, tout est permis, et deux, quand on entend des militants socialistes, comme on a entendu dimanche soir dernier dans cette permanence socialiste, siffler François Hollande et Jean-Marc Ayrault, on n'est pas en fin de règne, hein, ils ont été élus en 2012. Siffler donc le président de la République par des socialistes, ça veut dire qu'il y a une colère sur l'ensemble de l'électorat de gauche qui est en train de se manifester. On dirait qu'à moindre occasion... Quelque part, ce soir-là, les électeurs socialistes se sont dit, comme on connaît la chanson, ils ont dit, on a tous en nous quelque chose de Ghali. C'est ça qui est quand même incroyable, c'est qu'elle a donné une expression à cette colère de l'électorat de gauche qui va se manifester de plus en plus. Mais comment voulez-vous que l'opinion publique ne réagisse pas bien? Je veux dire, comme vous voyez aujourd'hui, couac à gauche, couac à droite aussi, quand on voit les déclarations de Copé sur le droit du sol et autre chose. Comment voulez-vous que l'opinion publique française ait encore vraiment du respect pour la classe politique quand on voit le spectacle qu'on nous donne aujourd'hui, que ce soit Mme Ghali ou les autres? Je veux dire, moi je pense que l'opinion publique en a vraiment ras-le-bol. Christian, qui est un spécialiste des relations internationales, tous les journaux en ont parlé, The New Yorker, New York Times. C'était si le ridicule avait tué, je pense qu'il y aurait eu beaucoup de victimes. Et toute la presse a été très dure, la presse allemande en particulier. De François Hollande. Oui, exactement. Il ne faut pas s'y tromper. On observe bien sûr par l'aspect d'actualité, de personnages et de dossiers très particuliers, au fond, des rouages très importants qui sont en train de se mettre à l'œuvre. On l'avait évoqué à l'instant avec cette réforme, en tout cas cette envie de réforme du droit du sol du côté de la droite. Le projet de loi ne passera pas. On en tartine, mais enfin, quand même, ça ne passera pas. Ce qu'on voit bien, c'est que, poussés par leurs extrêmes, à la fois le PS et l'UMP, au fond, veulent reprendre à eux ce clivage droite-gauche, parce qu'ils se disent, si nous, on ne maintient pas entre nous les débats, à ce moment-là, ce sera perdu. Donc, c'est un peu le paradoxe, c'est que finalement, le clivage droite-gauche revient. Et le Front National, pendant ce temps-là, s'engouffre au milieu de tout ça. Justement. Tout est politique, les très grandes oreilles des États-Unis, très à l'écoute de son allié français. Le chiffre est colossal. En moins d'un mois, décembre 2012, janvier 2013, plus de 70 millions d'écoutes téléphoniques ont eu lieu en France. Paris est en colère et demande des comptes à la NSA. Regardez tout de suite le récit en images de David Neyman. Théoriquement, pas un Français ne peut y échapper. Les grandes oreilles indiscrètes de la NSA n'appréhendent aucun obstacle, pas même celui de l'amitié interalliée. 70 millions d'enregistrements téléphoniques entre décembre 2012 et janvier 2013. Lundi, le journal Le Monde n'a fait que dévoiler la face hexagonale de l'iceberg d'Edward Snowden. Au vu de ces informations du Monde, j'ai convoqué immédiatement l'ambassadeur des États-Unis et il sera reçu ce matin même au Quai d'Orsay.
Ce type de pratique entre partenaires qui portent atteinte à la vie privée est totalement inacceptable. La NSA, 3 lettres qui alimentent aujourd'hui le fantasme de Big Brother. Colère, incompréhension, plus que le principe, c'est l'ampleur des écoutes qui surprend. Embarrassé, le département d'État américain joue son joker, la lutte antiterroriste. C'est une question d'équilibre entre les préoccupations légitimes de sécurité de nos concitoyens et les inquiétudes que nous partageons avec nos alliés sur la protection de la vie privée. Les ardeurs américaines soulèvent nombre de questions. Le débat sur les libertés n'en est qu'à ses débuts. Christian, tout le monde joue à l'acteur studio là dans cette affaire. Oui, écoutez, c'est pas nouveau. Que je vous le disais tout à l'heure, tout le monde espionne tout le monde écoute tout le monde. Donc c'est pas grave. Mais non, parce que c'est et c'est entre alliés. Regardez maintenant les dernières nouvelles, c'est Angela Merkel dont le portable aurait été écouté par la NSA. Franchement, alors tout le monde s'en offusque, bien sûr, c'est inacceptable, c'est inadmissible, quel scandale et tout. Mais en même temps, la machine électronique très sophistiquée de l'espionnage américain est telle qu'on ne pourra pas l'arrêter, même pas au niveau politique aujourd'hui. Mais en quoi est-ce grave ? C'est grave parce que M. Obama, lui, essaye d'établir un distinguo en disant il y a l'aspect sécuritaire, parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde où le terrorisme est de plus en plus présent, et puis il y a l'aspect privé. Mais je crois que c'est très difficile d'établir ce distinguo dans la recherche des informations. Parce qu'il recherche, la NSA espionne les terroristes, mais des chefs d'entreprise, des businessmen et des hommes politiques, pour voir si tous les alliés sont bien au diapason avec ce que fait l'Amérique aujourd'hui. Mais je pense encore une fois de plus, qu'est-ce qui s'est passé là? L'affaire Snowden, on le savait depuis le début qu'on était espionné. Moi, je vous rappellerai quand même, quand elle a éclaté au printemps, François Hollande le savait déjà. Et ça ne l'a pas empêché quand même ces derniers temps de vouloir emboîter le pas d'Obama à un moment donné où il était prêt à aller taper Bachar el-Assad. C'est la réponse à la Syrie et à l'Iran. On a eu des réponses, on a eu des informations beaucoup plus substantielles qu'ont sorti Le Monde là récemment, mais on était au courant déjà depuis le début. Oui, c'est ce que d'ailleurs dit dans une interview aujourd'hui pour la première fois. D'ailleurs, il reprend la parole après avoir été donc évincé de son poste, l'ancien patron des renseignements français, Bernard Squarcini, qui dit c'est effarant de naïveté de réagir comme ça. Tout le monde sait très bien que ça se passe comme ça. Deuxièmement, on espionne nous aussi les Américains. Il y a eu des tonnes d'affaires où on a effectivement nous aussi espionné les Américains pour des raisons à l'époque économiques. Mais ce qui est intéressant sur le plan cette fois-ci politique, parce qu'au fond c'est l'extension, on le voit bien, et c'est la manière dont ça a été traduit, de voir comment à partir des attentats du 11 septembre, on a considérablement étendu le champ de la législation sur la sécurité. Et qu'au fond, au nom de la sécurité, l'obsession du terrorisme. Tout est permis. Tout est permis parce que justement, on ne sait jamais, parce que c'est dans les discussions les plus anodines que l'on peut récupérer. Donc tout est permis, tout est politique. Vous voyez, on est encore dedans. Dans le cœur de votre concept. On a bien fait de venir aujourd'hui parce que effectivement, on voit bien que même cela, ça correspond à la volonté de lutter contre le terrorisme. Ça pose aussi un problème maintenant d'intelligence absolument économique, parce que les logiciels qui arrivent à géolocaliser, à espionner, à faire en sorte que tout est déjà de l'espionnite par définition, ce sont les matériels américains. Donc ça pose la question aussi de la capacité de l'Europe à produire ses propres systèmes de régulation de données. Et il n'empêche qu'on demande aux Américains de travailler avec nous là-dessus. Le premier Conseil européen, c'est dire le retard, le premier Conseil européen est consacré au numérique. Au numérique. Ces jours-ci. Ce qui est un signe. Ce qui est un signe qu'effectivement, en Europe, on commence à peine à se réveiller, mais les Américains sont déjà loin devant. Christian, on a 30 secondes pour évoquer un autre sujet brûlant révélé par Washington Post. C'est la Turquie qui est accusée d'avoir livré des espions du Mossad à Téhéran. Comment vous analysez ça ? La Turquie est de plus en plus loin du système kémaliste. L'armée, à l'époque où elle était quand même patronne de ce pays, elle s'islamise davantage avec Erdogan. Il y avait une coopération vraiment très spéciale entre Israël... Mais c'est une perte pour Israël. C'est une perte pour Israël, mais je dirais même aussi que c'est quand même une perte pour les Turcs, parce qu'Israël a beaucoup aidé à la coopération au niveau défense avec l'armée turque. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que les États-Unis, les Occidentaux s'émeuvent un peu de ce glissement vers l'islamisation du régime turc de M. Erdogan. Et je pense qu'en effet, il y aura des problèmes à l'horizon. Tout de suite, tout est politique. Les images de la semaine. Mickaël, vous avez choisi la bande-annonce d'un film qui s'appelle La Marche. Oui, absolument, qui est d'ailleurs 30 ans après la fameuse Marche des Beurs, en 1983 et 1984, bon, surtout en 1983, qui avait débouché en 1984 sur la création des SOS Racisme. Souvenez-vous, eh bien, c'était ce groupe donc de Français d'origine immigrée qui avait
pris le départ depuis Marseille, ensuite allant à Lyon, pour lutter contre ce qui se passait à ce moment-là très régulièrement et quotidiennement, c'est-à-dire des actes, donc des meurtres donc, à caractère raciste. Ce film-là arrive donc 30 ans donc, après, il vient donc raconter cette saga. C'est une retraversée de la France des années 80, assez inédite et assez intéressante, une sorte de marche pour les droits civiques. Il a été projeté à l'Élysée le 6 octobre, un dimanche, avec l'ensemble de l'équipe du film. Voilà, l'équipe du film. François Mitterrand avait reçu les organisateurs de la marche. François Hollande a reçu les organisateurs du film. Comme quoi, quand l'histoire se répète, c'est souvent une tragédie. Christian, vous avez choisi Bachar al-Assad. Oh, c'est pas une surprise, on le voit, on le revoit à la télévision très souvent. Vous savez, le boucher de Damas, comme je l'appelle, veut la prolongation de son bail de boucher. Donc lui, il veut se représenter. Il veut se représenter en 2014. Et je crois que c'est un véritable pied de nez à Barack Obama et aux Occidentaux. Et je pense qu'il est encore là pour quelque temps. Messieurs, merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tout est politique. Bonne semaine.